Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver cette semaine pour la rétrospective de la semaine. Pour ce dimanche, je vous laisse découvrir un jeune. Il est délégué des jeunes auprès des Nations Unies. Avec Henri Zawadi, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine, marqué, comme vous le savez, par la publication des examens d'État de l'an 2020, la reprise de la plénière à l'Assemblée nationale. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Le rapport mapping, nous allons en parler tout à l'heure. Très heureuse d'être avec nous, Henri Zawadi. Merci, madame. Jeune auprès des Nations Unies. Cette notion de jeune pose toujours problème en République démocratique du Congo. Qui est jeune, selon vous? Ça se définit comment être jeune? Oui, bon, il y a des instruments qui définissent la jeunesse dans notre pays, notamment la Charte africaine de la jeunesse que nous avons ratifiée récemment. Et jeune, toute personne âgée de 15 à 35 ans. 15 à 35 ans. 15 à 35 ans. Ok. 15 à 35 ans. Tel qu'est défini même dans notre politique nationale de la jeunesse. Sans être indiscrète, l'âge n'est pas un secret. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Oui. Ok, donc vous êtes vraiment jeune. Oui. Donc vous êtes vraiment dans la fourchette. Nous autres, nous avons déjà dépassé le cap. Nous sommes en train de vieillir. Bien sûr, nous sommes vieillir bientôt. C'est les cheveux de tout le monde. Vraiment, moi j'ai 50 moins 1. Donc l'année prochaine, j'aurai 50 ans. C'est beaucoup. Donc je ne suis plus très jeune. Donc merci à vous auprès des Nations Unies. Mais beaucoup de gens disent que les Nations Unies ne sont que favorisent certains pays, si je peux me permettre, que les Africains ne sont que des figurants dans les Nations Unies. Quelle est votre impression des Nations Unies? Est-ce que vraiment ça s'occupe de tout le monde? Ça met tous les pays au même pied d'égalité, ou il y a des pays qui sont favorisés, des pays qui sont comme des figurants? Des figurants, oui, par rapport à l'historique des Nations Unies. Il n'y a que les 5 les plus puissants, c'est-à-dire les 5 pays permanents du Conseil de sécurité, c'est eux qui définissent même la politique des Nations Unies. Les restes sont que des accompagnateurs. Tout simplement. Ils ont fini par adhérer à une organisation dont ils n'ont pas la maîtrise. Dont ils ne comprennent ni les tenants ni les aboutissants. Oui, ils ne comprennent pas rien parce qu'il n'y a que 5 puissants au monde, il y a 5 personnes, 5 États qui ont le droit de veto, en fait. Qui ont le droit de veto et qui définissent les orientations. Donc, pour que votre point de vue passe, vous avez tout intérêt soit à coopérer parmi les 5, lesquels de ces pays va vous soutenir auprès du Conseil de sécurité pour que vos propositions soient adoptées. Et nous avons des alliés parmi ces 5 puissants. Oui, on a des alliés. Je parle bien des alliés parce que, bon, par rapport avant on avait la Chine qui était notre allié traditionnel avec la France. Bon, aujourd'hui, la politique étrangère de notre pays... On ne sait pas trop le... Bon, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui reprend sa place. Qui reprend sa place parce qu'avec la politique aujourd'hui de Félix, c'est que les États-Unis, notre sous-traité, entre guillemets, c'est par lui qu'il faut passer peut-être pour faire entendre la voix au niveau... Alors on comprend aujourd'hui les velléités de l'ambassadeur, parce que beaucoup se plaignent de cet ambassadeur qui se prend pour un consul, qui est partout, qui dépasse ses prérogatives d'ambassadeur. Beaucoup de politiques se sont plaints. Il y a Marie-Ange Mouchobekwa qui en a parlé, il y a Francine Mouyumba qui en a parlé, il y a beaucoup de gens qui disent il en fait un peu trop. Est-ce votre impression aussi? Est-ce que vous trouvez que c'est dans ses prérogatives d'ambassadeur? Bon, il va trop loin. Ce n'est pas dans ses prérogatives au départ. Néanmoins, ce n'est pas de sa faute. C'est de sa faute au pays qui l'accueille. Parce qu'on a tous les pouvoirs qu'il faut pour les rappeler à l'ordre. Mais lorsque déjà, à l'interne, déjà, il a des soutiens au niveau du sommet de l'État, ce qui lui permet de naviguer, d'évacuer à ses occupations, comme s'il était un gouverneur dans une province. Mais en soi, c'est là où c'est un bémol en fait. Nous avons un pays qui marche à 2 pieds. Vous avez au sommet une autre politique. Vous avez aussi au niveau des gouvernements une autre politique. Ce qui fait il y a bicéphalisme dans le gouvernement. Et la politique étrangère, certes, de la République, elle est définie par le président de la République. C'est son choix. On ne peut pas lui refuser ce choix parce que l'ancien président avait sa politique étrangère. C'est lui de définir ses intérêts au niveau national. Refuser un peu les dictats, entre guillemets, mais l'autre, il est ouvert en Amérique, il leur a dit, ok, soyez les bienvenus aux États, en RDC, faites ce que vous voulez. Et bon, cet équilibre-là fait qu'à un moment donné, la lecture n'est pas proprement tirée, parce qu'aujourd'hui, si vous critiquez l'ambassade des États-Unis, il a porte ouverte auprès du président de la République.
Et bien, et voilà, qu'est-ce qu'on va faire? il Les peut- affaires étrangères n'a jamais voulu même pas rappeler, demander d'explication, ou rappeler, ou même demander d'explication. Même Voilà. par rapport à l'ambassadeur rwandais, D'ailleurs- vous avez suivi les propos du chef de l'État qui a dit qu'on ne va pas le renvoyer et il ne veut pas créer un clash diplomatique entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Bon, pour cette question-là, peut-être qu'il faut revenir en arrière. Vous savez, la dignité humaine, elle est au-delà de tout. Et tout dépend de la vision du président de la République. Si lui, il pense à son niveau qu'il n'a pas menace, il n'a intérêt à protéger l'ambassade des États-Unis, il protège ses alliés. N'oublie pas que le Rwanda est allié à Félix Tshisekedi pour l'instant. Donc, c'est une question d'autonomie, de dignité. Pour lui, il trouve que, quelle que soit la contestation au niveau interne, quel que soit que la population ne veut pas de cet ambassadeur-là, pour lui, il trouve que l'ambassadeur, c'est normal qu'il soit là, ce sont ses intérêts. Nous respectons sa volonté, il est président de la République, c'est lui le garant des mots de force de l'institution, donc il pense que c'est bon. Mais pour nous, on trouve que ce n'est pas normal, parce que si il renie les massacres qui étaient faits par son pays, on ne doit pas corriger l'histoire. Certes, les Rwandais sont experts dans ça. Ils font tout pour effacer, réécrire l'histoire selon leur volonté. Et c'est ça notre faute. Nous, on est en train de les accompagner dans les... Nous subissons en fait. Nous, pas subir, nous les accompagnons. C'est encore pire. Oui, oui, nous les accompagnons. Parce qu'ils ont fait un génocide au Rwanda. On dit ici, jamais je n'entendais un Congolais dire non, il y a un génocide. On dit non, c'est les Hutus qui sont génocidaires. On les a accueillis ici. Et voilà, ils ont fait un génocide chez nous au Congo. Et le président de la République trouve qu'il n'y a pas un grand problème. Bon, voilà, c'est son mandat. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il est libre, il est le chef de l'État. Mais il est chef de l'État des Congolais qui ont un point de vue à dire quand même. Nous ne sommes pas des moutons pour accepter n'importe quoi. Non. Vous êtes jeune, Henri Zawadi, le pays vous appartient. Plus tard, ce sera vous, les dirigeants de ce pays, mais vous ne devez pas accepter n'importe quoi parce qu'il est chef de l'État. Vous voyez en France comment les gens se lèvent des fois quand ils sont contre Macron, quand ils sont contre Bush, quand ils sont contre Trump et tout ça. Est-ce que nous devons tout accepter parce qu'il est chef de l'État? Madame Paulette, la réalité sociologique congolaise est différente de la France ou de la Suisse. Vous savez que la démocratie... Mais nous avons copié leur démocratie. Oui, hein, nous avons copié... la démocratie à l'occidentale, nous les copions. Elle est encore en train de naître au Congo, ce n'est pas aujourd'hui. C'est que le chef de l'État, il est là, il est déjà chef de l'État. Pour lui, c'est sa vision qui compte. Je vous fais un exemple. Il a déclaré, je crois que c'est ça, entre Bruxelles ou Londres, où il déclarait que les Banyamulenge sont des Congolais. À Londres. L'année passée. Vous avez suivi dans la masse, il dit non, tout le monde a refusé. Il a dit à Lingala, Boyo Kanganano. Donc, nous sommes dans une réalité où c'est le chef qui a raison et le reste n'ont pas raison. Nous allons commencer par le social, mesdames et messieurs. C'est la publication des examens d'État cette année. 70%, 78% de réussite cette année. Et voilà, la population, les jeunes étaient très très contents de de ce fin de cycle. Nous allons vous faire revivre cette ambiance et puis évidemment la décision de Silvano Kasongo par rapport aux chauffeurs, vous l'avez entendu, ces derniers temps il y a beaucoup d'enlèvements, il y a beaucoup de problèmes par rapport aux taxis jaunes et le général Silvano Kasongo a proposé qu'à partir de 18h que les lumières soient vraiment allumées, je crois que j'ai utilisé la bonne expression, dans les taxis jaunes pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Beaucoup plus de détails, mesdames et messieurs, pour le premier condensé. Publié aux alentours des 10h, heure de Kinshasa par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire Willy Bakonga, les débuts de la publication des épreuves d'examen d'État édition 2019-2020 a fait observer des scènes de liesse à travers la ville de Kinshasa. Ici, sur la place Rond-Point Victoire, comme d'habitude, les finalistes ont envahi cet endroit. Question pour eux d'exprimer leur satisfaction. La même ambiance a régné sur la route Elengesa. Fils et garçons, accompagnés des membres de leur famille, amis et connaissances, tous couverts complètement de poudre, avec sourire aux lèvres, ont manifesté leur joie.
signalant qu'au total, 818 000 finalistes du secondaire ont participé à l'édition de 2019-2020 de l'examen d'État avec 78% des réussites. À noter également que la publication des examens d'État de cette année a connu plusieurs dérapages. Ils étaient habitués à circuler dans la soirée, plafonniers éteints. Mais dès ce vendredi, ils sont obligés de les allumer. Cette mesure du commissaire provincial de la police Silvano Kassongo est tout de même soutenue par certains parmi les concernés. C'est une très bonne mesure, vu que les kidnappings qui se font dernièrement par les chauffeurs taximens, bon, ce ne sont pas les chauffeurs taximens, ce sont des voleurs. Ce sont des kidnappeurs, nous appelons les kidnappeurs, c'est quelqu'un qui se réveille le matin, il va pas au service, mais il va pour kidnapper, voler, tuer, violer aussi les femmes, les jeunes femmes. Donc c'est une bonne mesure, c'est une mesure à féliciter. Pour ngai ça non m'embêter parce que tout d'abord pour la sécurité à client pour assurer bango que nos voitures na yo ça m'embêter parce que comment on les maisons les un peu trop donc c'est rien du tout. D'autres automobilistes, par contre, la désapprouvent. Pour eux, circuler, plafonnier allumé peut endommager la vue. Maintenant, nous les chauffeurs, on aura du mal sur la zone non éclairée. La vie. Ici, on a besoin de parce que jamais le chauffeur a moins de visibilité, on a déjà beaucoup de moyens, on a besoin de décisions. La mesure a été annoncée ce mercredi 3 septembre 2020 par le général Silvano Kassongo en vue de mettre fin aux cas récurrents d'enlèvement dans la ville-province de Kinshasa. Henri Zawadi, vous avez obtenu combien lors de vos examens d'État? 54. À peine. 54, Bolette. C'est en quelle année? Je me rappelle, c'était en 2009, je crois 2009-2010. Je me rappelle ce jour-là, je suis rentré à la maison, furieux. Je dis, je ne méritais pas 54, mon ben. C'était qui le ministre de l'EPST à l'époque? Je crois Macaire. C'était Macaire. Je dois me rappeler. Mais aujourd'hui, on a vu à Kinshasa trop de 70%, trop de 60%. Et il y a beaucoup des autorités, des intellectuels qui disent qu'on doit revoir le système des examens d'État. Il y a même l'ancien ministre Steve Mbika, je crois qu'il était à l'ESU, lui. Il a dit qu'on doit revoir ce système parce que vraiment ça ne va pas, parce que ces jeunes diplômés ne parviennent pas à défendre leur diplôme à l'extérieur et même ici, en République démocratique du Congo. Est-ce que le fait d'avoir 70% fait de vous directement vraiment... est-ce que vous méritez vraiment ces points-là ou c'est un peu du favoritisme ces derniers temps? Ben, ce n'est pas même les pourcentages qui posent problème. On peut avoir 50, 60, 70. C'est le système éducatif congolais aujourd'hui. Je ne suis pas contre. Et ces étudiants, ces élèves, futurs étudiants, ils n'ont aucun problème. Ce n'est pas de leur faute. Il faut voir dans quel contexte ils apprennent. L'infrastructure scolaire congolaise. C'est pas eux qui donnent les points en fait, c'est ça? C'est pas eux, c'est pas de leur faute. Donc, et ceux qui corrigent aussi, qu'est-ce qu'ils veulent passer, quel message? En réalité, l'enseignement dans notre pays, l'enseignement, que ce soit l'enseignement des bases, que ce soit l'enseignement supérieur universitaire, même des cellules secondaires, ils souffrent. Le mal est profond. Ce n'est pas la faute aux élèves parce qu'ils doivent apprendre. La faute au système, je ne dis pas la faute à l'État, mais c'est lui le responsable premier de l'éducation nationale. Dans quelles conditions on les enseigne? Allez-y dans des écoles. Peut-être ici à Kinshasa, il y a encore de belles écoles. Mais en province, là, c'est catastrophique. Si pas parler seulement des écoles, l'infrastructure en soi des bases, les conditions dans lesquelles les enseignants dispensent les cours. Mais la gratuité est venue booster un peu cet enseignement. Bon, la gratuité, tout enfant congolais aujourd'hui peut aller à l'école. Là, je n'en disconviens pas. Gratuité, oui, mais gratuité de base, certes. Mais aujourd'hui, elle est dans quelle situation? Est-ce qu'il fallait commencer même par là? Parce que vous ouvrez les portes à tout le monde. Où sont les classes? Il n'y a pas d'infrastructure scolaire. Je crois qu'on devrait même commencer par là. Combien d'écoles ont des gymnases chez nous? Combien d'écoles ont des bibliothèques d'abord? Combien d'écoles ici, même à Kinshasa, ici, qui ont des espaces, qui ont des laboratoires?
Ils n'ont pas d'atelier. Même dans les écoles techniques, il y en a combien? Quand vous y arrivez, on écrit institut professionnel, mais il n'y a rien à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent? On ne peut donner que ce qu'on a. Donc ces pourcentages pardon, sont mérités, hein, selon vous. En tout cas, oui, il y a une raison sociale. Hein. Vous savez, on venait de la Covid. Et puis, donc, on veut favoriser... excusez-moi, ça n'engage que moi. Pour moi, je dis Boben, parce que c'est pas seulement au Congo, c'est pas tout au monde, où on a essayé de récupérer par rapport... Parce qu'il y a aussi des frustrations, il y a un problème social. Ajouter encore des chèques, ça n'engage que moi. J'ai compris que les correcteurs... Laissons les filles... Mais les problèmes maintenant, vous les avez accordés autant de pourcentages. Est-ce qu'ils vont être en mesure de les défendre? Bon, moi j'encourage toujours chacun de s'auto-former. De s'auto-former, oui, c'est une bonne chose. Par rapport à cette mesure de laisser la lumière dans le taxi pour éviter un peu les agressions, pour éviter les enlèvements, bonne chose. Vous avez suivi ces chauffeurs qui disent il y a deux points de vue. Il y en a qui disent, sont tout à fait d'accord, les autres disent non, ça va endommager la vue. Pour vous, c'est vraiment une solution, une piste de solution pour traquer un peu ces coulons, ces chauffeurs. La criminalité à Kinshasa aujourd'hui, ce sont que des mesures. Il faudrait voir ça va durer combien de temps. Mais en réalité, les causes sont profondes. La criminalité à Kinshasa, vous savez, Madame Paulette, si les coulons étaient à Paris, je crois qu'on ne se voit plus RFI aujourd'hui. Vous voyez, quand on empoigne seulement quelqu'un au couteau, la réaction des Français, ça c'est un exemple. Mais si vous suivez ce qui s'est fait dans la ville de Kinshasa, même ailleurs. Mais Molière le dit tous les jours. Hein. Ah oui, mais... Vous ne suivez pas Molière... C'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'il bonjour à vous, Papa les Malemba, mais Molière, oui, chaque jour, il nous en parle. Il nous en parle, mais est-ce que nos autorités prennent les problèmes à la source? Parce que Kinshasa, aujourd'hui, c'est autant de jeunes désœuvrés qui n'ont rien à foutre. Et même les policiers aussi. Excusez-moi, je ne veux rien avoir avec les policiers, mais la qualité aussi des policiers. C'est le reflet de la société. Et comment est la société aujourd'hui? Plein de criminels. Des jeunes qui n'ont rien à faire et qui... Moi, je crois que, bon oui, le général Kassongo cherche comment trouver des solutions, mais il doit aller plus que ça. Moi, j'ai aimé à l'époque, Kanyama, excusez-moi le terme, de le citer, l'opération Likofu, même si... la communauté internationale, suivi des réactions de la communauté internationale, des organisations, des ONG internationales, oui, on a été contre cela. C'est toujours ça, Madame Paulette. Mais aux États-Unis, vous voyez chaque jour, quand il y a seulement un homme qui a tiré sur un policier, vous voyez la manière dont les policiers tirent sur les personnes. Il n'y a pas de droit de l'homme là-bas. Il n'y a qu'ici droit de l'homme. Nous allons parler d'autre chose, mesdames et messieurs. Nous allons aller un peu à l'est, hein, comme vous le savez. Il y a eu une marche pour commémorer les 10 ans du rapport Mapping, mais il y a eu aussi beaucoup d'arrestations, beaucoup de... la police n'a pas voulu empêcher cette marche à Kisangani. D'ailleurs, le docteur Moukoui s'en est offusqué. Il y a eu marche à l'est de la République. Et même ici, j'ai vu la députée nationale Christelle Vouanga parler de ce rapport Mapping. Nous allons en parler un peu plus, mesdames et messieurs, pour ce deuxième condensé. Selon les organisateurs de cette marche, elle partira de la Maison Blanche de Panzi en passant par la place Major Vangu jusqu'au gouvernorat de la province du Sud Kivu où un mémorandum sera déposé. On rappelle, le projet ou le rapport Mapping est un document publié par les Nations Unies depuis 2010 et qui recense des graves violations de droits de l'homme, des crimes contre l'humanité commis en RDC durant la période de 1993 en 2013. Ces rapports exigent que les auteurs bien identifiés de ces actes soient transférés devant la justice, mais depuis lors, rien ne semble marcher. Raison pour laquelle ces manifestants exigent la création d'un tribunal spécial chargé de juger les crimes commis au Congo. Signalons que cette manifestation s'organise dans beaucoup d'autres villes de la province, notamment à Kamituga, dans le territoire de Mwenga. Et à Kinshasa, une journée de réflexion est prévue par la Commission de justice, paix et de sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo. Pour Alain Bolode de la nouvelle classe politique de l'opposition, ces attaques à répétition dans la ville de Lubumbashi sont dues au manque de leadership du président de la République. Nous condamnons le fait que nos amis n'ont pas respecté les lois de la République, mais aussi nous condamnons la réaction disproportionnée de ceux qui prétendent nous diriger. Le problème, il faut reconnaître que les plus grands problèmes aujourd'hui, c'est
le commandement au sommet des services de sécurité. Parce que lorsqu'on parle de l'institution président de la République, il s'agit là du commandant suprême. Et le commandant suprême doit confirmer le sens de leadership. Et le malheur pour le Congo, nous avons M. Félix Tshisekedi à la tête du pays et nous constatons qu'il a beaucoup de lacunes en termes de commandement. Il y a un grand déficit en termes de leadership. De son côté, Papi Moussamba ou du PPRD préconise la voie du dialogue pour permettre à cette situation d'être débloquée. C'est quelque chose que nous sommes en train de regretter. Mais ce qui s'est passé même hier à Lubumbashi, c'est avec regret aussi nous constatons que non, ça continue, où il y a encore des massacres. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut toujours chercher le mécanisme qui doit apporter quand même la solution. À l'est du pays, il aurait fallu aller négocier avec les étrangers pour trouver la paix, mais avec nos Congolais, ici, on ne veut pas négocier avec les Congolais pour trouver la paix. Il faut les tuer comme les cafards, comme on a tué les Katangais. Quant à Patrick Bokanga du Cash, cette situation persiste à cause de la présence des infiltrés au sein des services de sécurité. C'est un fait que nous condamnons avec dernière énergie. Il faut savoir, depuis un certain temps, il y a l'infiltration de nos services parce que nous ne parlons pas le même langage au sein de la classe politique. Comme nous ne parlons pas le même langage au sein de la classe politique, raison pour laquelle il y a d'autres camarades qui sont là comme les amis, mais ils ne jouent pas le rôle pour les bien-être des peuples congolais. Pour rappel, le samedi dernier, la ville de Lubumbashi a été le théâtre des affrontements entre le milicien Bakata Katanga et les forces de sécurité, faisant ainsi 20 morts et plusieurs blessés. Henri Zawadi, 10 ans, le rapport mapping, on a célébré les 10 ans du rapport mapping. Le docteur Mukwege s'y investit personnellement, mais on ne sent pas qu'il est accompagné, parce que vous aimez bien le verbe accompagner, il n'est pas accompagné par notre propre gouvernement. On a l'impression qu'il s'est battu seul pour faire valoir ce rapport mapping. C'est ça même le plus grand problème congolais. C'est-à-dire, les bourreaux sont à Kinshasa, c'est normal, qui n'ont pas intérêt. Les rapports mapping, il est dans l'avantage de qui? C'est du gouvernement congolais. Mais, vous savez, le Congo n'est qu'un acteur civil. C'est normal qu'aux Nations Unies, qu'il y a cette partie qu'on appelle organisation de la société civile qui peut faire des plaidoyers. Mais l'État congolais, qui fait partie des Nations Unies, je crois que ça devrait être partie de la politique étrangère de notre pays. Vous voyez ce que Kagame a fait aujourd'hui. Il a construit son pays sur la politique du génocide. Il plaît partout au monde. Non, nous avons été victimes. On a été massacrés. Voilà, on a besoin de l'aide. On a pitié du Rwanda. Quand vous parlez du Rwanda, ah oui, non, écoutez, ils viennent de génocide. Il faut les accompagner. Mais on oublie ce qui s'est passé au Congo. Et le silence là, ici à Kinshasa, il est coupable. Ils sont complices, madame. Je ne sais pas comment on peut laisser un individu prendre tout fardeau de toute une république. Et pourtant, il y a tout un gouvernement. Les jours où le ministre des Affaires étrangères de notre pays va écrire aux Nations Unies, vous verrez que ça va prendre une autre vitesse. Mais pour l'instant, ils se contentent silence radio parce qu'ils savent qu'ils sont complices. Nous, comme nous sommes à l'Est, nous allons parler un peu du cas Minembwe. Ça a soulevé beaucoup d'encre de salive depuis que on a érigé Minembwe en commune. D'ailleurs, même depuis Vital Kamerhe, depuis qu'il était président de l'Assemblée nationale, on en parlait déjà de Minembwe. À l'époque, on voulait savoir si c'était un territoire ou pas. Mais aujourd'hui, officiellement, Minembwe est une commune. Pourquoi ça te soulève autant de passion, Henri Zawadi? Ce n'est qu'une commune comme les autres. Pourquoi ça suscite autant de passion? C'est normal, Madame Paulette. Avez-vous déjà vu une commune dans ce pays où on va installer un bourgmestre avec un ambassadeur des États-Unis, ministre de la Défense descendre, ministre de la décentralisation, autant de députés descendent pour installer un bourgmestre? L'avez-vous déjà vu? Vous êtes mon aîné, vous l'avez déjà vu, peut-être moi pas, non plus. Je vois au nombre de bourgmestres par-ci, par-là. Je n'ai point vu même un ministre national aller l'installer. Mais pourquoi un cas spécial comme celui-là? C'est qu'il y a un problème. Et pas seulement que ça pose, la réalité, elle est loin de ce que les gens voient. Est-ce que vous imaginez, on se réveille le matin, délégation de Kinshasa, Batambu, on descend à Minembwe, on installe les gens par force. Cela signifie que la communauté locale n'est pas d'accord. Qui est originaire de Minembwe?
Ah oui, qui ça, est originaire de ça c'est une Minembwe. grande question. Moi, je sais que ceux qui sont originaires de Minembwe, il y a les Babembe qui habitent là-bas, les Fulero, il y a les frères de Vitakwira, je crois les profs Néhémie, ils sont aussi de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas allés dans cette délégation-là pour voir l'installation. Mais en réalité, les gens qu'on installe là-bas, ils ne sont pas originaires de là-bas. Nous savons comment ils sont arrivés là-bas. Vous savez, mais eux disent non. Eux, ils disent qu'ils sont de là. Oui, mais ils sont de là. Mais Ils sont... Madame Paulette- D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit, vous l'avez dit à Londres, il a dit les Banyamulenge sont nos frères, les Banyamulenge sont congolais. Excusez, pourquoi vous ne voulez pas d'eux? Moi, je peux pardonner Félix parce qu'il ne connaît pas l'histoire du pays. Je lui concède et je lui pardonne. Il est chef de l'État, il ne peut ne pas connaître ça. Non, on lui pardonne. désolée. Vous savez qu'il a été opposé à tout le temps de sa vie. Donc, je comprends qu'il ne connaît pas l'histoire politique du pays. Ça, c'est normal. Il n'a pas été à Sun City. Il ne connaît rien de ça. Et c'est normal qu'il ait déclaré tout ça. Et d'ailleurs, ces propos-là, il devrait les corriger. Pourquoi il n'a pas déclaré ça à Kinshasa? Il l'a fait à Londres. Il pourrait déclarer ça à Kinshasa, on pourrait comprendre. Mais en soi, les personnes qui sont là, ils ont été complices au massacre. Ils sont même acteurs de tous les problèmes que connaît l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis 1994. 1997, ils sont arrivés avec les RCD. Ils ont dépeuplé, chassé tout le monde pour implanter leurs frères, soi-disant entre guillemets des réfugiés congolais vivant au Rwanda. Qui ne sait pas l'histoire qu'on les a fait ramener chaque jour et chaque année, de 1997 à 2003. Jusqu'à demander un espace pour eux. Et parce qu'ils savent, Madame Paulette, ils savent bien. Et moi, je n'ai pas peur. Il y aura un temps, ils vont rentrer chez eux. C'est pas la première fois. Qui va les faire rentrer? Ils vont rentrer chez eux. Parce que si vous regardez bien la géographie de cette zone-là, du Sud-Soudan en descendant au nord Kivu jusqu'au sud Kivu, avant de l'indépendance, les Belges avaient installé un certain, j'oublie bien son nom, un bourgmestre au niveau de Rutshuru, c'est là-bas. Mais à la veille, il a fui, il est rentré. Moi, j'ai vu ces gens, je me rappelle bien, mon père est passé dans une église pentecôtiste de l'autre côté. Quand Kagame arrive au pouvoir, tous ceux dont on considérait des Congolais ici, ils sont allés au Rwanda habiter là-bas. On en connaît personnellement. Ils sont partis. Ils sont partis. Et c'est eux qui rentrent encore ici. On doit clarifier les choses. Les Congolais hospitaliers. Mais c'est ça, mais qui est Congolais aujourd'hui? Qui ne l'est pas? C'est ça la bonne question. Madame Qui est Congolais, qui ne l'est pas? Paulette, on n'a pas de carte d'identité à Rizawad. On n'a pas de pièce d'identité. On ne se connaît pas. Madame Paulette. Moi, je ne sais pas qui est mon voisin, qui est ma voisine. Est-il Congolais? On ne sait pas aujourd'hui qui est Congolais. Je Congolais. vais faire un exemple très simple. Si vous allez à la commune de Lancel aujourd'hui, qui habite Lancel? Mpassa, Mikongala, entre guillemets, sont les Balouba aujourd'hui. Ils ont fui les Kassai. Est-ce qu'ils sont devenus propriétaires de la commune de Lancel? Non. Mais si vous me demandez, moi, aujourd'hui, vous allez aller territoire de Kabare, dont je suis originaire. Groupement de Kavoum, on a fait une commune aussi urbano-rurale. Chaque Congolais dans ce pays, qui sait qu'il est Congolais dans ce pays? Tous les tribus qui sont dans ces pays avant les indépendances. N'oublie pas aussi, Madame Paulette, Léopold II n'a pas acheté les Congos que vous voyez ici à des personnes. Il a acquis ces pays auprès des coutumiers. Si vous allez au musée de Terveren, vous allez trouver toute une ethnographie où on dit Léopold II a acheté tel territoire. Il a fait la sommation de tous ces territoires pour qu'ils deviennent les Congo belges, l'État écrit Congo. Et il y a toute une liste. Il n'y a pas de Banyamulenge à l'intérieur. Mais comment on cautionne ça aujourd'hui? Il n'y en a pas. Mais si comment même le chef de l'État cautionne cela? Comment on cautionne la présence de Banyamulenge parce qu'il n'est jamais passé à la faculté des sciences sociales. Ici, à l'université de Kinshasa. L'ethnographie a misé ici. Montez-y. C'est pas loin ici. Allez au musée de l'ethnographie. Au local 3, vous allez trouver toute une liste. On ne va pas falsifier l'histoire aujourd'hui. Mais la réalité, elle est où? Et c'est là où les bas blessent. C'est que les acteurs, les politiques congolais d'aujourd'hui acceptent de se faire marionnettes de Kigali. Parce qu'aujourd'hui, ne vous en faites pas, hein, tous les grands lobbies au niveau international, ils sont tous, excepté peut-être ceux qui sont ici en Afrique. C'est eux qui placent. Vous vous souviendrez, pour que Mouzé arrive ici, il a fallu que ces lobbying les soutiennent.
C'est eux qui ont soutenu les SCD avec les Tamouimamba, tous ceux qui ont fait la rébellion, les Tangoforts et autre chose. Et c'est eux aujourd'hui qui sont en train de cautionner cette bêtise-là. Est-ce que on risquerait une autonomie de cette partie de la République, cette contrée de Minembwe? D'ici là, est-ce que ces gens-là ne risqueraient pas de demander une autonomie? C'est la peur de tout un Congolais aujourd'hui. Oui, c'est normal qu'on ait peur, mais connaissant Mais d'autres l'histoire. disent que non, mais de toutes les façons, Minembwe est en République démocratique du Congo, donc ça ne va pas quitter la RDC. Pourquoi on a peur? Pourquoi on incite les gens à avoir peur et tout ça? Parce que Minembwe, de toutes les façons, est en République démocratique du Congo. Vous avez dit, il y a les Fulero, il y a d'autres tribus, il n'y a pas que les Banyamulenge. Arrêtons de stigmatiser les Banyamulenge et d'inciter à la peur cette population. C'est ignorer cette personne-là. Ils ont pris un territoire. Demain, c'est tout l'équipe qui va partir. Ok. Nous allons parler d'autre chose. Nous allons aller à l'Assemblée nationale. Il y a eu plénière cette semaine. Et évidemment, l'Assemblée provinciale du Congo central, où plusieurs députés, on a dit d'ailleurs à la majorité, veulent la déchéance de leur président de l'Assemblée provinciale, M. Matousila. Suivons. Au total, plus ou moins 16 matières constituant les arriérés législatifs figurent dans le calendrier adopté ce jeudi par les députés nationaux. Parmi ces matières, l'on note la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI du député national Christophe Lutundula, déposée depuis plus d'une année. Les lois Minaku et Sakata portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que celles portant statut des magistrats. La proposition de loi modifiant la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus et fixant les avantages accordés aux anciens chefs de corps constitués de Jacques Joly, pour ne citer que celle-là. S'agissant de nouvelles matières, il y a le projet de loi des finances rectificatives de la loi des finances de l'exercice 2020, le projet de loi des finances de l'exercice 2021, le projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2019. Quant aux propositions de loi portant organisation de référendum en RDC du député national Lequin Kassongo, celle relative à l'aviation civile de Claudel Loubaya ou encore celle portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, locales et municipales, initiative déposée par le groupe de 13, elles sont en attente de l'analyse du bureau d'études de l'Assemblée nationale. Notons par ailleurs que la Chambre basse du Parlement a inscrit dans son calendrier des travaux le contrôle parlementaire, le contrôle budgétaire, l'examen des réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation et l'examen des rapports annuels des institutions d'appui à la démocratie. Toutefois, le bureau de l'Assemblée nationale rassure que ce calendrier reste ouvert à d'autres matières. Henri Zawadi, Assemblée nationale, vous avez suivi notre excellente consoeur Élisée Oudia, plusieurs propositions de loi. Il y a la loi Minaku Sakata qu'on doit débattre. Il y a la loi, on veut revoir les statuts du chef de l'État, des anciens chefs d'État. On va parler aussi de la reddition des comptes pour des lois budgétaires. La session d'ailleurs, elle est carrément budgétaire, la session de septembre. Quelle appréciation, vous en tant que jeune, avez-vous de notre Assemblée nationale aujourd'hui? Dites-moi un peu, question de curiosité. Comment appréciez-vous les travaux de cette nouvelle législature? D'abord, négatif. Parce que ça ne profite à rien à notre chaîne. Nous n'avons aucun intérêt dans tout ça. Est-ce que vous avez senti une loi même? Je crois qu'il y a des lois portant service obligatoire militaire. Exactement, ça c'est pour Daniel Mbao, je crois. On n'en parlait pas. Pourquoi on n'en parle pas? Ça ne l'intéresse pas. Vous voulez qu'on mette l'accent sur les jeunes, les matières des jeunes? Mais c'est normal. Vous savez, ces pays a ce qu'on nous dit 60% des jeunes. Je crois que les politiques devraient être axées sur ces jeunes-là. Il n'y a pas une loi, depuis qu'ils sont là, une jeunesse a entamé une loi portant par exemple protection et sécurité de la jeunesse. Ça n'existe pas, je n'ai jamais entendu ça. Ce qui les intéresse, c'est ce qui les intéresse là. Comme la loi Minaku Sakata. Oui, ça les intéresse parce que bon, voilà, ils ont des intérêts à l'intérieur. La loi des chefs de l'État, bon voilà, tout ça les intéresse. Et la jeunesse. Les pays sont en train de brûler. Vous savez que l'assurance que j'ai dans ces pays, c'est quoi? Malgré qu'on nous néglige, mais notre jeunesse est brave et forte.
Et je crois qu'un jour, si on leur accorde seulement les possibilités, ils vont défier beaucoup de choses. Parce que si aujourd'hui, on l'oublie, voilà ce qu'il fait, il est en mesure de faire. La criminalité. C'est pas aussi facile d'être criminel. Mais c'est une capacité psychologique aussi forte. Mais pourquoi ne pas utiliser ces gènes-là dans d'autres choses? Comme par exemple le service national qu'avait fait à l'époque. Pas même le service national. Non, je donne un exemple. On peut orienter les jeunes comme ça. On peut aider les jeunes avec, avec des incubateurs. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Incubateurs, ça c'est même beaucoup. C'est même beaucoup. Mais ces jeunes peuvent devenir des bons sportifs, madame. Exactement. Le sport, on néglige dans les écoles. Des bons judokas, des bons boxeurs. Si quelqu'un est capable de prendre une machette et de couper la tête de quelqu'un, c'est un bon militaire. Moi, je trouve qu'il y a des potentiels. Mais pourquoi on ne les recrute pas? Qu'on les amène dans la force armée, qu'ils aillent même bouter nos ennemis qui sont en train de nous faire de n'importe quoi. Et c'est là où je vous dis, madame, je vais revenir sur cette question des Minem, voilà. Parce que on peut ou ne pas tout oublier. Nous allons en parler lors du prochain sujet. Je vais revenir sur parce que je dois rester à l'Assemblée nationale. Mais on vous reproche, vous les jeunes, de ne pas vous lancer en politique. On vous reproche, vous les jeunes, d'être le marchepied des politiques. On vous reproche, vous les jeunes, d'accepter n'importe quoi. La jeunesse ne veut pas dire ne pas réfléchir. La jeunesse ne veut pas dire ne pas avoir des ambitions. Aujourd'hui, vous avez 30 ans. Pourquoi vous-même, vous ne vous lancez pas? Pourquoi vous ne soutenez pas quelqu'un qui partage les mêmes avis que vous? Vous allez choisir quelqu'un parce que vous êtes de la même tribu, vous allez choisir quelqu'un parce qu'il est de l'Est comme vous, c'est exactement ce qui s'est passé. La faute à vous aussi, la jeunesse, vous êtes aussi responsable de ce chaos. C'est ce chaos. J'accepte, c'est le même slogan. Mais Madame Paulette, comment ça? Vous oubliez notre culture apparemment. Quelle culture? Nous sommes des paternalistes. C'est ça les Bantous. Les Bantous est fait comment? Il y a un papa, il y a un enfant. Ils ont gagné dans cette situation. Ils nous ont maintenus dans ce système-là qui doivent être là et nous, on doit les suivre. Certes, il y a ceux qui se distinguent. On ne peut pas en vouloir trop par rapport à la proportion de la population congolaise. Il y a des gens qui se distinguent. Félicitations à eux. Mais combien est-ce qu'on donne l'espace? Oui, l'espace politique est arraché, certes. Je ne suis pas d'avis pour ceux qui condamnent la jeunesse parce qu'il est dans une situation de précarité. Et elle ne peut que suivre ce qu'ils leur promettent. Peu d'entre eux sortent du lot et poursuivent notre chemin. Mais ceux qui avancent néanmoins aussi n'ont pas de possibilité à tirer les restes. Parce qu'ils n'ont pas d'espace. Les femmes ont eu ce qu'ils devraient avoir. Félicitations à eux parce qu'ils ont les quotas. Mais pour la jeunesse, c'est encore un grand problème parce qu'elle est d'abord... Le quota, il faut un quota de jeunesse selon vous. Mais pourquoi il faut une discrimination positive par rapport à la jeunesse. C'est normal. Pourquoi je vous dis, madame, les politiques actuelles de notre pays, les politiques de l'emploi, mine de rien, pourquoi on n'accorderait pas aux jeunes la possibilité même de faire un stage professionnel et que ça soit bien dit, par exemple, que les entreprises encouragent les jeunes. Même cette politique-là, pourquoi ne pas dire aujourd'hui que les partis politiques alignent sur leur liste des jeunes, comme c'est pour les femmes. Mais c'est parce qu'ils savent que le jour où on accorde cet espace-là aux jeunes, ils vont disparaître. Et c'est un combat de tous les jours. Moi, je ne suis pas partisan de ceux qui vont pleurer tous les jours. Parce qu'il faut se battre. La vie, c'est ça. Mais néanmoins, dans ces batailles, vous savez, les jeunes ont cette possibilité-là. Et c'est une faiblesse aussi en même temps. Ils ne suivent pas des choses dans la durabilité. Donc, c'est les coûts, les résultats, tic-tac. Le long terme n'est pas jeunesse. Hein? Partout au monde. Ce n'est pas seulement au Congolais. Le long terme n'est pas jeunesse. Donc, un jeune, il voit seulement, il veut voir ce qui est devant lui, par des résultats et partir. Mais engager un jeune sur le long terme, ça c'est un système. C'est tout un système. C'est tout un système. C'est le gouvernement, c'est l'État qui doit... C'est lui qui doit définir les canaux. Pour dire, écoutez, vous voulez entrer dans un système. Je donne un exemple de la Chine. C'est un parti à mono-État, le parti communiste. Mais Xi Jinping, que vous voyez président de la République, il a commencé jeune au parti communiste, militaire. Donc il y a un système bien défini dans lequel celui qui veut aller dans ce chemin-là est obligé de suivre tel... Oui, mais ici il n'y a rien. Et ce qu'il faut mettre en place, comme on a fait pour les femmes. Parce que ce qui pour les femmes aujourd'hui, dans 20 ans, 30 ans, on doit avoir notre génération naître. Mais pour la jeunesse, c'est pas encore. C'est discriminatoire selon vous. Et le rôle des assemblées provinciales selon vous, parce que beaucoup disent, mais
c'est d'abord budgétivore, les assemblées provinciales. Ça ne sert absolument à rien et ils sont là toujours pour vouloir la déchéance soit des gouverneurs, soit des présidents des assemblées provinciales. Pour vous, les assemblées provinciales servent à quelque chose? Madame, elles servent à quelque chose. Ça sert à quelque chose. Vous savez, nous avons hérité cette constitution d'État à l'occidental. La démocratie de proximité. Les mal en Congolais, à nous autres Africains, c'est que tout est orienté vers les chapeaux. Les pyramides, c'est le chef de l'État. C'est l'Ajani Mabunda. Les restes au niveau provincial, prenons par exemple à Kinshasa, ici où nous vivons. N'est-ce pas qu'il y a des députés provinciaux, l'Assemblée provinciale qui existe. Mais il a ses prérogatives. Parce qu'on a un gouverneur qui est là en province. Et on laisse ça budgétivore aujourd'hui parce que la communauté n'a pas de ressources. Normalement, on devrait... Même les chefs du quartier ont un rôle à faire. Si on doit, par exemple, dire, oui, ils sont budgétivores, bon, on les supprime. Qui contrôlait la province alors? Mais à l'époque, on vivait comment ça ensemble? Oui, on était dans un parti unique. Il y avait un chef de l'État, il avait toutes ces personnes qui comptaient avec le service de l'enseignement. Mais aujourd'hui, la démocratie oblige l'ouverture. Elle crée des tâches et des fonctions. Plurielles encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est normal. Imaginez-vous qu'on supprime aujourd'hui l'Assemblée provinciale. Mais ces gens-là, ils vont aller travailler où? C'est des chômages. C'est comme les gens me disent, non, il faut supprimer le Sénat. Vous savez pourquoi on les a créés d'abord toutes ces histoires-là? C'est pour donner des emplois à tous ces personnes. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, ils vont aller où? Ils vont créer la rébellion. Ah, mais c'est ça. Mais non, mais le Sénat a un rôle. Mais c'est vrai que vous avez dit on ne peut pas comparer l'incomparable, mais nous vivons dans un monde où nous devons jeter un coup d'œil ailleurs. Le Sénat américain, par exemple, c'est peut-être pas la même chose. Prenons le Sénat français. Ça a un rôle. Ah oui. Ça a un rôle. Ça a un rôle. Mais je crois que la France est soumise aussi à proposer qu'on supprime cette histoire-là. Pourquoi? Prenez le Sénégal, par exemple. Le Sénégal a déjà effacé ça. D'accord, ils ont effacé. Prenons par exemple, dis-moi, les sénateurs congolais, là, ils peuvent dire quoi? Rien. Bon. Mais ils représentent leur province d'origine. Ah, mais d'accord. Il y a déjà un député national qui représente les provinces. Mais aujourd'hui, si on supprime le Sénat, vous créez une crise. Parce que vous demandez à tous ces beaux hommes-là d'aller au chômage. Ok, nous avons compris un peu. Donc, ils ont leur rôle, mais c'est pour remplir et donner des cadeaux aux uns aux autres. Ouais. Vous êtes très dur. Hein? Bon, vu votre âge, je vous le conseille. Nous allons aller à la présidence de la République. Nous allons parler de l'audience qu'a accordée le chef de l'État à la présidence du Conseil de l'Union européenne. Et nous allons revenir au rapport mapping, parce qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qui nous est vraiment ancré. 10 ans d'un rapport qui est vraiment mis sous scellé, je me permets de le dire. 10 ans de massacre, 10 ans de crimes, 10 ans de non-reconnaissance, 10 ans de déni par nos propres autorités. Cela fait extrêmement mal. Nous allons revenir. Après avoir rencontré la première ministre de la Belgique, Sophie Wilmès, le président de la République démocratique du Congo a pris langue avec le président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel. Les deux personnalités ont discuté sur les relations bilatérales entre la RDC et l'Union européenne. D'après des sources concordantes sur place à Bruxelles, Félix Tshisekedi et Charles Michel ont évoqué des questions liées à l'état d'avancement de la coopération Europe-Afrique tournée vers l'avenir pour des projets concrets en faveur notamment des populations, particulièrement celles de la RD Congo. À en croire les sources diplomatiques, la tournée du président Félix Tshisekedi au Royaume de Belgique consiste à mettre à profit cette coopération afin d'améliorer les conditions de vie de son peuple, soutenir les actions de développement et de susciter plus d'investissements, notamment dans les infrastructures et autres projets structurants créateurs de richesses. Rappelons par ailleurs que Félix Tshisekedi séjourne en Belgique depuis le samedi dernier. Au-delà de son agenda, le président de la RDC aura d'autres réunions de travail en privé, ont fait savoir ses proches. Publié par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en octobre 2010, le rapport Mapping reprend de manière détaillée plus de 617 violations plus graves de droits humains et du droit international en RDC sur une période allant de 1993 en juin 2003. Pour l'abbé Donatien Chollet, ce rapport est considéré comme un laboratoire permettant de se rendre compte des violations de droits humains en RDC. Depuis quelques années, du point de vue sociopolitique des droits humains, la RDC peut être comparée à un grand malade
qui attend le résultat du diagnostic de médecin afin de recevoir des soins appropriés. Dans cette perspective, le projet mapping sous la gouvernance du Haut Commissariat des droits de l'homme peut être considéré à juste titre comme un laboratoire permettant de se rendre compte du degré du respect ou du non-respect des droits de l'homme à RD Congo. Malheureusement, 10 ans après, ce document qui avait suscité beaucoup d'espoir, surtout pour les victimes, d'autant plus qu'il recommandait une justice transitionnelle, l'institution d'un tribunal pénal international pour la RDC afin de juger les différents crimes n'a pas encore été exploitée. La liste des auteurs présumés de crimes documentés reste secrètement gardée. Le silence et l'impunité perdurent. Notons que cette déclaration du secrétaire général de la SENCO a eu lieu en marge de la célébration des 10 ans du projet Mapping, organisé par la Commission Justice et Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo, qui a lancé les travaux de sensibilisation et de plaidoyer en vue de la mise en application des recommandations de ce rapport. Pour vous, les voyages du chef de l'État ont apporté quelque chose aux Républiques démocratiques du Congo? Pour lui, en tant que président, oui. Mais pour le peuple congolais, cela n'a rien. Vous ne ressentez pas l'impact des voyages du chef de l'État? Il ramène quand même les investisseurs. Le Congo s'ouvre au monde parce que sous Kabila, il y avait comme une sorte de fermeture de porte. Voilà, quoi. Il y a l'aide internationale qui va arriver ou qui arrivera. Quelle aide? Qu'est-ce qu'on va faire de l'aide d'abord? Je comprends qu'il ait tout ça en voyage. C'est normal, il est habitué à ce genre de voyage. C'est normal. C'est sa vie. Bon, il fait les voyages. Mais en réalité, même les choix politiques étrangers de sa politique ne nous convainc pas du tout, pour moi personnellement. Qu'est-ce qu'il y a en Belgique? La Belgique n'a pas d'argent. C'est qu'un commissionnaire. Les Belges sont même incapables de construire un chemin de fer Kinshasa ou Lubumbashi. Ils n'ont pas d'argent. Et cette façon de croire que les Belges, les Américains, depuis que les Américains sont là, je n'ai pas vu ce qu'ils ont apporté. J'attends toujours dire partenariat public soit privilégié des États-Unis. Je ne vois rien à part ce que j'ai vu à Minembwe, la trahison. Il n'y a rien. Cette façon de faire, bon, ça n'engage que le plan de la République, mais jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous n'avez rien senti. Surtout pour les jeunes, il n'y a pas de politique. Mais il y a quand même la reprise de la coopération avec les États-Unis. Il y a aujourd'hui des militaires qui peuvent être réformés aux États-Unis avec la Belgique. Deux ou trois, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de Il militaires. n'y a pas beaucoup. Seule la Chine aide l'armée congolaise à former parce qu'au moins la Chine donne des bourses au-delà de 80, 50, 150 personnes. Pas l'Amérique. La France, vous savez que les États-Unis et la Chine, c'est deux éléphants qui se battent. Mais nous devons faire un choix parce qu'aujourd'hui, on est où? Est-ce que nous sommes derrière les États-Unis ou nous sommes derrière la Chine? Il faut un choix bien spécifique. Et la réalité, c'est ça laquelle. Félix a hérité un pays sur lequel Kabila a construit sa politique étrangère, c'est la Chine. Il a les choix. Soit de continuer, soit il a déjà rompu, je crois, entre guillemets, parce que je vois il est orienté vers l'Occident. Mais faut-il qu'il tire encore les leçons du passé? Joseph était avec Louis Michel ici, en 2006, quoi, 2007, si vous vous souvenez, je crois. Mais je n'ai rien vu. Avec les Belges, il n'y a rien. C'est les Chinois qui vous ont fabriqué des... Même si ce sont des mauvaises routes, mais au moins il y en a les pays qu'on a sur le boulevard. C'est les Chinois qui ont fait construire la route des Bandundu. Ce n'est pas les Belges. Et les Belges, madame, je vous assure, ce sont des commissionnaires. Ils n'ont rien chez eux. Même dans l'espace Union européenne, là, il n'y a rien. L'Allemagne, la France n'a que des armes pour tirer, c'est tout. Les États-Unis n'ont rien. Et vous savez, si on doit parler de développement... C'est la première puissance économique, les États-Unis. Il n'y a rien aux États-Unis, madame. Si on doit parler de développement, donne-moi les pays que l'Amérique a développés. Lesquels? Ils ont coupé le Sud-Soudan. Darfour, c'est les Américains. Dis-moi, quel est le résultat aujourd'hui? Il n'y a ni paix ni stabilité. L'Érythrée, il y a la paix là-bas? Il n'y a rien. C'est une distraction pour lui. Mais bon, nous on regarde, hein, parce qu'en réalité, on regarde, il a un mandat.
Bon, dans 5 ans, on va faire un bilan. Et il sera jugé en fonction de cela. Mais pour l'instant, si pour écouter un conseil, je lui dirais, allez voir les Chinois. Au moins, les Chinois peuvent vous prendre une tonne de cobalt et vous laisser 1 kilomètre de route. Tant mieux encore que celui qui prend et les tonnes de cobalt, il vend et tout, il part avec. Sans rien donner en contrepartie. Sans rien donner. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Parce que n'oublie pas, l'Amérique sait que le cobalt, demain, avec les véhicules électriques, nous sommes un pays stratégique. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire en Belgique, moi, en France, avec tous ces aventuriers, excusez-moi le terme, hein, tous, parce qu'ils nous ont colonisés, madame. Ils nous ont rien laissé, comparativement aux pays anglo-saxons. Nous allons revenir un peu au rapport mapping. Le tribunal pour la RDC, ça a dit il faut qu'il y ait un tribunal pour qu'on puisse juger les auteurs de ces crimes et les victimes, les rassurer un tout petit peu. Pas seulement les rassurer, punir, dissuader aussi les autres. Parce que c'est devenu une habitude, une culture africaine. Prendre les armes et massacrer, c'est presque tous les continents qui est comme ça. Le Congo en a besoin. Et c'est ici même. J'aurais voulu que le président de la République charge son ministre des Affaires étrangères pour suivre de près cette question du tribunal. Parce que si le pays accepte volontiers d'orienter sa politique étrangère sur une justice comme celle-là, on aura de bons résultats. Mais si l'État congolais n'est... Est-ce que vous avez suivi même à l'Assemblée nationale cette question-là être inscrite à l'ordre du jour? Parce qu'il y a une commission de relations internationales là-bas. Non, ils s'en fichent. Nous revenons un peu, avant que nous passions vraiment à autre chose, j'aimerais qu'on revienne sur Minembwe. Parce que là, vous êtes jeunes. Beaucoup de jeunes d'ailleurs ne connaissent même pas où se trouve Minembwe. C'est ça le problème avec la République démocratique du Congo. On dit que la République du Congo, Zawadi, je peux vous appeler Zawadi. Tout le temps, oui, Zawadi, on dit que la République démocratique du Congo est trop grande. Il y a des jeunes qui réfléchissent comme ça. La République, elle est trop grande. On ne parvient pas à gérer. Vaut mieux, je sais pas, soit carrément dépiécer ou carrément une autonomie pour chaque province. Pour que ça va pas, c'est trop grand. On ne parvient pas à gérer notre pays. Vous êtes jeunes, vous pensez que la balkanisation... Ne tournons plus autour du pot. Est-ce que la balkanisation est vraiment la solution pour sauver ce pays? Pour être sincère avec vous, ceux qui pensent comme ça, ils sont en train de réveiller Lumumba pour la deuxième fois. C'est en fait jeter de l'opprobre sur les corps de Patrice Emery Lumumba. Même si je n'aime pas Léopold II, mais je dois du respect pour cette audace qu'il a eu pas de redessiner la carte de la RDC, mais de s'approprier tout un territoire immense comme celui-là. Si des compatriotes estiment que le pays est ingérable, je comprends, ils sont déçus. C'est pas ça la pose. Tout Congolais est unanime à cette question-là. Notre pays restera un et indivisible. Quoi qu'il en soit, les menaces, elles sont externes et internes également. Ça va dire. Vous dites que le pays est un et indivisible, mais il y a une grande opinion qui pense que le pays est déjà suffisamment infiltré par les étrangers. Ah oui. Vous parlez du sol peut-être, vous parlez un peu mais dans les institutions, dans les postes de commandement, dans les entreprises, il y a une infiltration sans commune mesure. Ceux qui prennent les décisions ne sont pas forcément congolais. C'est ça le vrai pouvoir. Ils ne sont pas forcément congolais. Et nous vivons aujourd'hui les réalités avec Minembwe, par exemple. Savez-vous l'histoire de l'Allemagne? S'il vous plaît, essayez de lire un peu l'Allemagne. Souvent, on a tendance à critiquer Hitler. Je ne le soutiens pas. Mais on a tendance à dire non, c'est nazi, c'est un raciste. Il n'était pas allemand, il était autrichien. Il faut le dire aussi. Hein. Oui. D'origine autrichienne. Oui, mais en soi, la réalité congolaise, elle est différente. Qu'on nous ait infiltrés à l'armée, d'accord, je suis d'avis. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous avez vu comment le pauvre Ndala est décédé. Parce qu'il était congolais, il a l'amour de la patrie. Mais les restes, ils s'en fichent. Ce sont des hommes d'affaires. Très bien. Mais il y a quelque chose qu'on doit... Même si on va au ciel, qu'on ne pourra jamais enlever aux Congolais, c'est tous les Congolais bantous. C'est les fibres qui est liée à notre terre congolaise. Même si aujourd'hui, il y en a ceux qui pensent qu'il faut balkaniser les pays, laisser les Balouba prendre les Kasaï, laisser les Kivusiens prendre les Kivu. Non, madame. Les États-Unis ne sont pas plus vastes que le Congo. C'est le plus grand pays, les États-Unis. La Russie également et la Chine. Nous sommes au Caire, 9 voisins.
J'accepte que nos aînés acceptent que je les condamne, ils sont complices de ce qui se passe aujourd'hui. Mais j'ai un foi à des générations futures. Que tôt ou tard, cette zone ne sera stable que le jour où on va y installer une paix durable. Et cela passe par une autonomie et accepter, nous, de se sacrifier pour l'avenir du pays. Les Bantous n'aiment pas la mort. Hein. De quel sacrifice vous parlez? Parce que... Ah oui, c'est ce qu'on vous a dit que les Bantous n'aiment pas la mort. C'est ce qu'on nous a fait entendre dans nos textes. C'est ce qu'on nous a fait croire. C'est ce qu'on nous a dit dans nos petits cours d'anthropologie, de sociologie. Les Bantous n'aiment pas la mort. Les Bantous... Même la vie. Non, c'est lui qui tire là. C'est le clou là. Il n'est pas Bantou. Il est quoi? Il est nilotique. Mais c'est un Bantou aussi, non? C'est ce qu'on dit que les Bantous n'ont pas la mort. Mais ces mêmes Bantous là, ils ont tué les Belges dans ces pays. Je me rappelle même de l'histoire. Je sais qu'un jour, on trouvera une solution. On trouvera une solution par rapport à ce pays. Nous allons y aller, mesdames et messieurs. Nous allons parler un peu justice. Nous allons parler de la décision de la Cour de cassation sur le procès en appel de 100 jours. Et nous allons parler aussi de l'affaire de deux juges. D'ailleurs, le chef de l'État avait déjà donné son point de vue par rapport à ces deux juges. La requête en appel, introduite à la Cour de cassation par les avocats des directeurs généraux du Fonds national d'entretien routier, de l'Office d'ivoirie et drainage, ainsi que celui de la Société congolaise de construction, n'a pas donné les résultats escomptés. Au contraire, les durées de condamnation de leurs clients ont été allongées. Condamné à 3 ans en première instance, Benjamin Wenga de l'OVD et son collègue du FONER, Fulgence Bamarose, ont vu leur peine être élevée à 5 ans de travaux forcés. De son côté, Modeste Bakabouza de la SOCOC a vu sa peine d'une année augmentée à 2 ans de travaux forcés. Cette décision de la Cour de cassation n'est pas la bienvenue pour les avocats de ces 3 condamnés qui, de leur part, souhaitaient obtenir un acquittement ou allègement des peines de leurs clients. Pour rappel, ces 3 chefs d'entreprise ont été reconnus coupables de surfacturation à hauteur de 66 millions de dollars, des travaux de réhabilitation de 32,5 km de route dans les villes de Goma et Bukavu. Ils ont été condamnés en juin dernier par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour détournement de fonds publics dans le cadre du procès 100 jours. Profitant de son séjour en Belgique, le président de la République a eu des mots justes pour répondre aux préoccupations des Congolais de la diaspora sur des questions qui font débat au pays. Félix Tshisekedi a commencé par la question de 2 juges de la Cour constitutionnelle nommés à la Cour de cassation qui ont refusé de prêter serment. Pour le président de la République, ces 2 juges ont mis leur carrière en berne à travers cet acte de refus qu'ils ont posé. En ce qui concerne la question sur son envie de s'éterniser au pouvoir, le président répond clairement qu'il n'attend pas aller au-delà parce que, poursuit-il, c'est humainement épuisant d'accomplir 2 mandats. Cette réponse du chef de l'État vient apporter de la précision sur le propos de Basile Olongo et Claude Balanki, qui pour l'un, le président de la République partira du pouvoir en 2030. Et pour l'autre, ça sera après 370 ans. Abordant la question de la corruption, Fati révèle qu'auparavant, il n'avait aucune idée de l'ampleur du problème, mais il reste tout de même déterminé à poursuivre le combat qui, dit-il, ne se terminera pas avec lui. Quant à la coalition FCC Cash, le chef de l'État s'est interrogé, si la coalition ne marche pas, pourquoi ne pas la dissoudre? Zawadi. Goma, Bukavu, 66 millions perdus, surfacturation de plus de 66 millions. La Cour de cassation a alourdi les peines. Que ressentez-vous? Pas tout rien. Si on est condamné pour surfacturation, pourquoi pas même 12 ans de prison? Ils auraient même dû ajouter. Bon, pour moi, j'estime si pour 1 kilomètre de route facturé, si c'est la facturation normale, tant mieux. Mais si la Cour constate qu'il y a surfacturation, bon, en tout cas, même moi, même vous, si vous envoyez votre enfant, vous achetez un stylo, au lieu qu'il vous demande 500 francs, il vous demande 1000 francs, je crois qu'il faut une sanction pour lui. Il faut une sanction pour lui. Il faut une sanction. Et par rapport aux 2 juges, le chef de l'État a donné son point de vue, ils ont mis leur carrière en berne. Oui, ce n'est qu'un point de vue du président de la République. Un point de vue du président de la République, ce n'est pas un définitif de la Constitution. Je ne sais pas si... Bon, en tout cas, je lui concède sa liberté de pensée et d'opinion. C'est ça la démocratie.
il pense ainsi, mais est-ce que c'est ce que dit le texte? On verra. Je ne sais pas ce que dit la Constitution. Il est en désaccord avec les textes de loi? Bon, oui, parce que j'attends quelqu'un, je crois Théodore, je crois le pasteur, qui demande qu'il soit traduit en justice pour trahison, qu'il aurait violé la Constitution. Bon, vous savez, cette histoire des droits là, c'est très compliqué. Les droits, c'est très compliqué dans notre pays. Hein. Bon, pas seulement dans notre pays. À travers l'histoire, ça dépend du pouvoir. Mais ceux qui ont réussi, ils ont quand même mis des garde-fous pour que ils ont mis des garde-fous. Ne tue pas un peu trop la République. Peut-être aux États-Unis ou en France. Il y a balance de pouvoir. Il y a balance du pouvoir, mais encore en Afrique, il y a de l'eau à boire, il y a beaucoup d'histoires à l'intérieur. Donc je ne peux pas y partir parce qu'il y a une réalité, tout dépend de la lecture et de ce qu'on veut. Les propos du chef de l'État par rapport à son potentiel deuxième mandat, il a dit ça s'arrête là. Pas question qu'il aille jusqu'au-delà de 2023. Pour 5 ans, ça va faire 2028. Donc, il ne veut pas aller au-delà de 2028. C'est humainement impossible, humainement fatigant. Mais ses partisans disent non, l'UDPS, peut-être pas forcément lui, mais l'UDPS doit faire 370 ans au pouvoir. Est-ce que nous-mêmes, les Africains, nous ne créons pas nos propres dictateurs? Non, d'abord, je regrette. Pourquoi il doit toujours déclarer ça à Bruxelles, à Londres, à Paris? Pourquoi il ne doit pas le dire ici à Kinshasa? Pourquoi on doit chaque fois, quand il voyage, on apprend des choses? Moi, c'est le regret. C'est un manque de considération. Mais on nous dit, moi j'ai posé cette question par rapport à la presse congolaise et m'ont dit que nous, on n'a plus de journalistes dans ce pays. Les journalistes congolais sont devenus des communicateurs, sont devenus des djihadistes. Donc le chef de l'État estime qu'il ne peut pas convoquer une conférence de presse avec les journalistes congolais. Et voilà quoi, on ne mérite pas, de questionner. Madame Paulette, la presse congolaise ne mérite pas de questionner le président de la République. Notre propre président, nous là, de la presse, nous ne pouvons pas le questionner. Madame Paulette, ça, on ne mérite pas. On n'a pas la capacité de questionner les chefs de l'État. Pas Félix Tshisekedi, qui vient de l'UDPS ici à Limete, avoir ce genre de propositions. Ce sont des personnes, j'estime, autour de lui qui peuvent lui prêter ce genre de discours. Qu'à cela ne tienne, si cela étant ainsi, il va faire quoi? Comme Trump, qui communique sur Twitter ou comment? Il ne tweete plus, le chef de l'État ne tweete plus. Comme il ne tweete pas. Il ne tweete plus. Depuis qu'il est devenu chef de l'État, il ne tweete plus personnellement. Très bien. Et dans ces cas d'espèce, je ne vois pas. D'ailleurs, moi, j'ai de l'estime pour lui, je lui respecte beaucoup, et je ne pense pas qu'il peut réfléchir de cette façon. Parce que s'il dit, entre guillemets, qu'il ne considère pas la presse congolaise, bon, ok, donc nous, on va commencer à apprendre auprès de la presse étrangère, parce que ça devient sa coutume, en fait. Et ça, c'est une déni d'identité. Même si sa voiture ne marche pas, mais c'est ce que vous avez, c'est que vous allez utiliser. S'il suppose que ça ne va pas, je crois qu'il y a toujours des journalistes ici qui peuvent passer le message. Parce que le problème, c'est lequel aujourd'hui? Demain, on va commencer à prendre des grandes décisions à l'étranger. Et pour nous, on va dire, ah oui, voilà, c'est là-bas où on lui a donné des idées. Et c'est ce qu'il veut nous communiquer. Et par conséquent, on ne va pas y croire. Mais en soi, s'il ne veut pas aller au deuxième mandat, ça n'engage que lui. Il est humain. Non, au-delà du deuxième mandat. Même s'il ne veut pas. Au-delà du deuxième mandat, c'est constitutionnel. On n'a pas besoin d'en parler, madame. Même s'il veut être 370 ans. Non, jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas un problème. Ils n'ont qu'à faire du bon politique. Et les citoyens vont les élire. Je ne vois pas aucun problème dans ce contexte-là. Ils ont créé un parti pour faire quoi? C'est concevoir le pouvoir. S'ils ont le pouvoir, il n'a qu'à les conserver. Chaque jour, mais d'une manière démocratique. On attend les élections. Ben, s'il gagne, il passe président. Nous allons parler un peu de nous. On ne parle pas souvent de nous. Nous allons parler de la conférence de presse de l'UNPC. Vous le savez qu'il y a le congrès de l'UNPC qui doit se tenir normalement à Mwanda, dans le Congo central. Et j'ai ouï dire que la présidente... il sera aussi à Mwanda, c'est elle qui a d'ailleurs, par le canal de sa fondation, donné 100 000 $ à la profession pour ce congrès qui doit élire normalement les nouveaux dirigeants de la corporation. Et je tiens à vous dire qu'il y a déjà des candidats. Il y a Israël Moutala par exemple qui postule pour être à la tête de cette corporation. Il y a Sylvie Bongo qui veut être celle qui s'occupe de l'argent, comme on appelle ça, caissière ou je sais pas moi, voilà. Il y a plusieurs candidats et il y a
Kasonga Chilunde qui est candidat à sa propre succession. Et je sais que on va s'empoigner un peu à Mwanda là-bas, mais comme il y a la mer, peut-être ça va adoucir les choses. Nous allons parler de nos ministères un tout petit peu, un petit coup d'œil au ministère du Développement Rural et un petit coup d'œil au ministère de la Défense avec M. Sylvain Mutombo. L'accueil réservé au ministre du Développement Rural, Guy Minkoulou, accompagné du vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele, traduit un véritable ouf de soulagement pour cette population de Menkao dans la commune de Maluku. Ici se trouve un investissement qui a coûté beaucoup de millions de dollars américains à l'État congolais pour un projet de développement intégré, projet réalisé avec la coopération sud-coréenne sous la tutelle du ministère du Développement Rural. Le bâtiment construit abrite des machines de transformation des produits agricoles, des porcheries et des poulaillers. On y trouve également un bâtiment pour l'école primaire et secondaire. Exploité à faible taux, le moteur des tracteurs a été pillé, les autres unités de production vandalisées par les inciviques et la chef coutumière est en conflit avec ses frères du même clan. Tout réduit au silence depuis 2013, une perte énorme pour la population et l'État congolais. Quand la police et les FARDC s'en mêlent, tout est paralysé. Le ministre du Développement Rural, Guy Minkoulou, et les vice-ministres de l'Intérieur y sont arrivés pour garantir la sécurité et la protection. Après présentation des faits et évaluation, les constats est désolant, séance tenante, en présence du bourgmestre accusé d'être traité par la population, des mesures sont tombées. Ça veut dire que les choses fonctionnaient. C'est ça normal. Le projet a été initié par le ministère du Développement Rural pour les bénéfices de la population. Tant qu'il y a mais na kamo alobi ke komi ya kobandalelo soto osui rapport ke mutu moko baye kokagaye la policier la nan la komaîtriser bandalelo misala ezo mandenge. Après cette séance de travail avec la délégation du gouvernement, l'espoir est né dans cette partie de la capitale. Il était temps pour le ministre délégué à la Défense nationale de rendre compte une année après de la mission lui dévolue par le gouvernement central. Parti du néant, Sylvain Mutombo a réussi, avec le fonds que génère le loyer des anciens combattants, à moderniser certains hauts faits militaires, à l'instar de la maison de l'ancien combattant Gambela. Au-delà de la réhabilitation de 2 salles de spectacle, dont l'une devra porter le nom du Premier ministre Sylvester Ilunkamba, l'hôpital en son sein a été équipé de plus de 200 lits, alors qu'il n'en comptait que 20 auparavant. Nous avons essayé de valoriser cette catégorie de personnes par la construction d'un hôpital pour les anciens combattants, les retraités et leurs dépendants. Il y avait 20 lits qu'on ramène à 200 lits. La réhabilitation de salles de spectacle de Gambela, qui est devenue une grande construction, bien entendu qui portera le nom du Premier ministre Sylvester Ilunkamba, qui viendra même inaugurer. Même si l'on parlait de la récupération de plusieurs patrimoines des anciens combattants spoliés à travers la République et récupérés grâce au savoir-faire de celui qui s'est fait appeler affectueusement Aigle Blanc, cette liste de grandes réalisations ne sera pas exhaustive. D'après le docteur Sylvain Mutombo Kabinga, un ministre équivaut à une personne extraordinaire. Un politicien au service de la nation doit être une personne extraordinaire au-delà de commun des mortels. Je rêve voir demain les anciens combattants congolais être logis. Un travail bien fait certes, mais il faut du temps pour le parachèvement de cette œuvre grandiose. Nous avons réussi à faire beaucoup de choses au même moment, mais nous avons encore besoin d'un petit temps pour tout terminer, afin que demain les anciens combattants puissent se réjouir de notre passage dans ces ministères. C'est dans ces beaux cadres de la chaîne Univers Télévision que le magazine de l'ancien combattant reprenant les grandes actions menées par le ministre a été baptisé par Sylvain Mutombo. C'est après la série de questions et réponses entre presse locale et le ministre que la cérémonie s'est clôturée sous une ambiance conviviale.
C'était devant les chevaliers de la plume que le conseiller juridique de l'UNPC, Jonas Ngalamouloumé, a affirmé que Kassonga Chilunde, l'actuel président de l'UNPC, est candidat à sa propre succession. Il précise également qu'il n'était pas question pour que ce soit de postuler à tous les postes. Le congrès est maintenu aux dates précédemment communiquées, qui n'avait pas été proscrit à qui que ce soit de postuler à tous les postes parce qu'ils étaient vacants. Monsieur Kassonga Chilunde, président de l'UNPC, est candidat à sa propre succession. Jean-Marie Bassa, membre de la commission d'organisation du congrès à Mwanda, et Yves Bouya, journaliste de son état, ont accusé les ministres de tutelle d'avoir demandé une rétrocommission de 40% du frais destiné pour la tenue du congrès à Mwanda. L'UNPC n'a pas d'argent à distribuer à ceux-là qui demandent des pourcentages. Non, ça n'engage que moi-même. Sur les 100 000 $ affectés pour l'organisation de ce congrès, le ministre Johnny Makele exigerait qu'on lui donne une rétrocommission, soit une commission à hauteur de 40%. Donc pas de 40% fait allusion à 40 000 $. Vous avez entendu sur l'UNPC dire que l'UNPC n'a pas l'argent à distribuer. Rappelons que ce congrès se tiendra dans la ville côtière de Mwanda du 5 au 7 octobre prochain. Toutes les délégations de congressistes vont quitter la capitale le samedi 3 octobre à 12h, heure locale, et seront escortés par la police. Zawadi, un mot par rapport à la presse congolaise. Vous êtes jeune. Qu'est-ce que vous pensez de notre corporation, de notre métier? Elle est encore naissante. Hein. J'ai toujours dit que la presse congolaise a encore un long chemin à parcourir. Parce qu'au-delà des journalistes, comparativement à d'autres siècles, on a encore beaucoup à faire. Elle n'est pas financée. Pas seulement financée, mais la presse congolaise est encore pauvre. Les organes de presse n'ont pas d'argent. Ce qui fait que même les journalistes qui y travaillent sont dans des conditions très difficiles. Je crois que l'organisation devra réfléchir sur les mécanismes. Certes que les organes de presse sont des privés et qu'il faudrait qu'ils cherchent des sponsors ou des fonds pour qu'ils avancent. Mais la qualité par rapport à la région, c'est à féliciter par rapport à la région et par rapport à notre société. Mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Vous avez suivi le ministre Guy Mikulu, qui est descendu à Mekaou. On nous reproche souvent à nous... ou à l'État congolais, même sous d'autres cieux, c'est la continuité des affaires. Il y a un projet qui s'était fait il y a 2003, ou il y a quelques années en tout cas, si je ne m'abuse pas, mais aujourd'hui on a vu tout est en ruine, les moteurs, tout est cannibalisé parce qu'il n'y a pas un suivi. C'est ce qui nous manque, nous, dans notre administration, tout ça. C'est la culture que nous avons. Ça, c'est un bémol, bon, certes. Je suis passé visiter ces chantiers. À Mekaou? Oui, je suis passé par là. Dans quel cadre, si ce n'est pas trop indiscret? Non, c'est dans les cadres du consentement de la jeunesse. Nous sommes des routines dans cette zone-là. Soit qu'il y a des regrets. Il y a des regrets à quel niveau, à quel stade? Vous savez comment il fonctionne? Il y a les politiques, il y a l'administration et la population bénéficiaire du projet. Il suffit qu'au niveau de l'administration, qu'il y ait une mésentente entre les acteurs. Ça crée ce qui voit comme résultat. Les bénéficiaires n'ont rien à voir avec ça. Parce que c'est toujours les acteurs du développement qui posent toujours problème. C'est comme tous les progrès. Kangalonzo, la suite, on en connaît. Et surtout que ce sont des programmes de coopération. Les bailleurs viennent donner les ressources. Les pays qui acquièrent les ressources a tendance à ne pas les utiliser à bon escient. Parce que après que les politiques partent, l'administration qui reste, et il y a une critique qui est ancrée chez nous, c'est qu'on n'est pas redevable à l'État. Ça, c'est une critique que nous sommes en train de copier maintenant. Les gens, ils s'en foutent. Il fait un projet, c'est des millions, d'abord lui et le reste après. Et ça, les résultats. Et bon, qu'est-ce qu'on va faire? La jeunesse... Les rétrocommissions, les commissions... Pas seulement, pas même ce stade-là, même pas. Il y a culturellement par là, un nivellement vers les bas. C'est la sorcellerie, excusez-moi les termes. Je ne devrais pas dire ça en tant que jeune, mais c'est la sorcellerie en fait.
Une destruction méchante. Je vais faire un petit exemple. Ça va faire rigoler un peu. Là, Kivu, j'ai accompagné des personnes et il y a beaucoup d'argent qui veulent exploiter du gaz dans ces lacs-là. Le Rwanda le fait déjà, on le sait. Ils le font déjà. Mais chez nous, apparemment, il y a une prédisposition négative qui veut que, bon, on verra. Qu'est-ce que lui va gagner? Est-ce qu'il va se retrouver? On verra. Toujours ça, la question. Puis on vous dit on verra. J'ai dit, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Bon, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut vous réserver? Parce que ça, la coutume à la congolaise. Bon, d'accord, on verra. Les gens, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Les mêmes personnes traversent la frontière de l'autre côté. Et ils font la même chose. C'est désolant. Vous voyez, nous sommes les mêmes porteurs de nos malheurs, acteurs, et c'est nous-mêmes. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par une note quand même assez triste. Comme vous le savez, Mukuba Chabani, le père de Gabriel Chabani, est retourné auprès de son créateur. Les obsèques se sont tenues cette semaine, en fin de semaine. Nous allons suivre cela en image pour rendre hommage à ce grand monsieur et nous allons terminer par la grande détenancier des pompes funèbres. Oui, c'est aussi un business, mais bon. Voilà, nous allons en parler et nous allons nous dire au revoir. Pleurs, consternation, c'est l'atmosphère qui a régné durant ces obsèques du colonel Mukuba Chabani Dieudonné. Ici à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, l'émotion était au comble. En présence de quelques personnalités et de la famille Chabani habillée tout en blanc, la levée de la dépouille mortelle a eu lieu. Embarqué dans le corbillard, le corps du défunt quitte l'hôpital du Cinquantenaire sous les rythmes de la musique folklorique. Juste après, le cortège funèbre a pris la direction de la cathédrale Notre-Dame de Fatima. Sur place, une messe d'action de grâce a été dite en mémoire de l'illustre disparu. L'on a également remarqué la présence des agents de la télévision Congo Web venus compatir avec la famille éprouvée. Une marque d'amour inoubliable, c'est en ces termes que s'est exprimée la fille du défunt, prenant la parole au nom des enfants. Nous voulons juste lui dire que nous l'aimons toujours. Il sera le premier, le dernier, il est tout pour nous. On ne le remplacera jamais. Repose en paix, papa. S'en est suivi la série du dépôt des gerbes de fleurs, notamment celui du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, qui s'est recueilli pour honorer la mémoire du colonel Mukuba Chabani. Ici, la cérémonie s'est clôturée par une prière d'adieu faite en présence de toute la famille. Ensuite, le cortège funèbre s'est dirigé vers les cimetières nécropoles entre terre et ciel pour l'inhumation. Plus de 800 funérariums fermés dans la ville-province de Kinshasa pour près de 15 000 personnes renvoyées au chômage, conséquence de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État à cause de la maladie à coronavirus depuis mi-mars 2020. En ce jour de la rentrée parlementaire provinciale de Kinshasa, l'association des tenanciers de pompes funèbres et funérariums n'a qu'un seul message envers les autorités provinciales, celui de la reprise de ses activités. Nous sommes une corporation qui regroupe tous les tenanciers des pompes funèbres de la ville de Kinshasa. Et à son temps, avec la Covid-19, toutes les activités, vous le savez, ont été suspendues. Et nous avons introduit une lettre auprès de l'autorité. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ce matin pour rappeler, parce que nous savons que c'est aujourd'hui la reprise des activités au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons introduit une lettre dans laquelle nous demandions que l'association puisse reprendre les activités funèbres. Activité génératrice autant pour l'État que pour les tenanciers renchéris, ce membre de l'association. Chaque salle paie des taxes. Nous avons une variété de taxes. Nous pouvons vous dire que nos taxes génèrent annuellement une moyenne de 7 millions de dollars américains. Donc si l'autorité peut canaliser ces recettes, mettre en place un guichet unique comme elle voudra, ça ne nous gêne pas. Mais les recettes sont là et chaque salle paye ces taxes en bonne et due forme. Selon les manifestants, le maintien de cette mesure de fermeture de funérarium est en faveur de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire,
qui taxe 1000 $ pour 45 minutes de recueillement. Plus de 15 000 Congolais bakoyi kozala na chômage te. Il faut baluka ndeni bako arranger yango. Likolo ya un Indien azosala recueillement na cinquantenaire. Kore uta par-ci par-là. Ezoya na cinquantenaire 45 minutes 1000 $. Mais pourquoi pas et pas na biso moko bana mboka passer na basal? Ce qui coûte et pas na biso ça sous corps et bandola pour 1 heure, 2 heures, même 200 $, même 300 $. Pour batu baso ba moyen bazong ça ba crédit bazo ki na ba banque et depuis bato bazamba chômage basala misala na bango. Plusieurs tenanciers disent connaître déjà des problèmes de remboursement des crédits bancaires pour cette longue période de manque à gagner. Zawadi. Je suivi cette dame, c'est ça qui m'a tiqué un peu. C'est cette façon que nous avons de privilégier les étrangers. Parce qu'elle a dit pour Morgue du Centenaire, j'espère qu'on ne va pas me sanctionner comme Karmapa, 1000 $ pour quelques heures, pour quelques minutes, pour rendre hommage à nos défunts. 1000 $. Mais pour le funérarium, bon, rien, ça fait depuis le mois de mars. Il n'y a plus de deuil, voilà. Alors ils se plaignent, ils disent qu'ils ont perdu. Si l'État peut permettre, ne fût-ce que pendant 1 heure ou 2, que le corps vienne là, et puis voilà, ils ont mis 200 et 300 $. Parce que c'est dans notre culture, vous avez dit, vous êtes bantou, nous pleurons nos morts. Ça choque certains, mais c'est comme ça, c'est notre culture, nous devons pleurer nos morts. Alors, vous, en tant que jeune, vous pensez que la décision, enlever le Covid, bien sûr, mais est-ce qu'on doit perpétrer cette... le français est dur, c'est perpétuer ou perpétrer, bon voilà. Vraiment à la longue cette mesure de mettre en terre nos morts directement après la mort. Bon, permettez-moi d'abord de présenter les condoléances au patron de Congo, Chabani. Je n'ai pas pu le faire, je devrais quand même commencer par là. Je vous en prie. Perdre un père, c'est beaucoup pour quelqu'un j'en sais quelque chose. De ceux qui en souffrent. Mes condoléances. Vous savez, il y a un problème sociétal. Il y a un problème en réalité. Moi, je suis d'avis que la mesure reste. Qu'on enterre le même jour. Qu'on enterre le même jour. Okay. Mais par contre, l'État devrait réfléchir comment au moins revenir vers ses propriétaires et leur donner des ressources. Parce qu'ils ont perdu. Comme ça, ils vont faire autre chose. Ils ont reçu des fonds contre la Covid. Pourquoi c'est parmi les activités qui ont souffert? Pourquoi ne pas aller les indemniser? C'est normal. Pas facile, hein, parce que on se connaît aussi, nous les Congolais. Non, chacun va sortir de cette salle et des funérariums et tout ça. Non. Madame Paulette, on doit établir aujourd'hui, si on veut indemniser les funérariums, c'est très simple. Aller sur place, ils ont des registres, ils savent par semaine combien de personnes ils recevaient. On calcule en fonction du temps que ça a pris, ils ferment. Ils font d'autres choses. Il faut autre chose. Ça, je crois que c'est humainement par là, c'est socialement acceptable et c'est vraiment économiquement acceptable. Parce que l'État a eu des ressources pour sauver les entreprises. Mais par contre, eux aussi, ils peuvent changer d'activité. Il y a des jeunes qui cherchent des salles, des spectacles pour se produire en concert. Pourquoi pas? Des petits jeunes que je vois sous la cité faire des comédies. Pourquoi ne pas commencer à créer de nouvelles approches pour que tous les week-ends, les gens aillent rire là-bas? Ok, donc ils doivent simplement se muter en quelque chose, se muer, parce que la Covid-19, il y aura un avant et un après-Covid. Mais oui, entreprendre, c'est ça, madame. C'est ça, un avant et un après-Covid. Le monde ne sera plus le même après. Qu'est-ce que vous allez dire pour les compagnies d'aviation? Parce qu'ils ne sont pas là, ils ne volent pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? La plupart ont fait faillite. Donc on fait faillite. Et je pense que même l'État doit réfléchir pour ça. Comment c'est l'agence de voyage? Moi, j'ai une amie qui est une agence de voyage, qui avait déjà acheté bouquet de billets d'avion qu'il devrait revendre. Et maintenant, il fait quoi? Il est tombé en faillite. Je crois que c'est là où l'État doit commencer à réfléchir sur comment sauver notre économie. C'est d'une des mesures que l'État doit réfléchir sur lesquelles, parce que les abandonner comme ça, c'est aussi une perte énorme pour notre économie. Et une porte ouverte pour le Koulouna. Hein? Bien sûr. Ah, voilà. Et pour des suicides, au moins nous les Bantous, permettez de vous le dire, on se suicide difficilement. Non. Ah bon, on se suicide difficilement. J'ai jamais vu un noir se suicider ici en RDC parce qu'il n'a plus d'argent. Il y en a ici dans cette ville. Qui se suicide. Par manque d'argent. Il y en a ici dans cette ville. Il y en a, je me suis réveillé matin,
par semaine, vous allez dire Ami Djembiki. C'est ça le souci? Non. Comme Djembika, ils le font. Mais c'est parce que l'État n'y existe pas en soi. En fait, vous savez ce qui nous manque, nous, Bantous? C'est la politique sociale. Et je vous assure, madame, nous sommes aussi forts. Hein. Les Bantous sont forts. On est fort. Moi, je le dis, on Très est fort. fort. Parce que vivre sous ces conditions, si on n'était pas comparativement à certaines d'autres villes, à certains pays, la réalité bantou, elle est complexe. Mais on est fort. Et je vous aime bien, notre peuple, mes chers compatriotes. Je vous aime beaucoup. Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Merci à Henri Zawadi d'être passé à la barre. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Maurice Gigandou. Non, c'est pas Gigandou, on dit Gigandou. Voilà. Merci à Maurice Gigandou. Merci à mon caméraman. Il y a Lukaku, merci à vous et merci à celle qui m'a habillé aujourd'hui, Karine Kandou. Et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Et restez branchés sur ma page, La Lyon Info. À dimanche prochain. Inch'Allah.